Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Et on ne vous entend pas. Ah, OK. Ah, oui. Bon, bonjour. Bon vendredi, José. Oui. Hey, j'ai quasiment envie de le compter. C'est vraiment mystérieux, mon début de journée, sérieusement. Moi, je pars, premièrement, pas d'électricité à Stoneham depuis hier. On n'a pas encore, là, depuis hier, 11 h le matin. OK? OK. Moi, ça m'a jamais dérangé. On a un feu, on a un foyer, c'est le fun, on a mangé, c'était devant le feu, c'était super. C'est ça, là, il n'y a aucun problème. J'espère juste qu'on ne perdra pas notre manger. C'est ma seule préoccupation, celle du congélateur et celle du frigo. Sinon, ça va bien. Donc, part ce matin, à grande noirceur, évidemment. Moi, j'ai toujours ma petite valise avec mes affaires dedans, prête à partir. Moi, ça me prend à peu près 30-35 minutes m'en venir au travail. Fait que j'arrive ici, j'ai ma valise, pas d'iPad, pas de lunettes, pas fonctionnel. OK. On retourne à Stoneham. Fait que là, évidemment, le matin, là, pourquoi que j'arrive de bonne heure? Moi, c'est pour éviter le trafic. Pogné dans le trafic, m'en vais à Stoneham. Là, finalement, mon mari m'attendait avec mes affaires toutes prêtes. Là, je rembarque dans l'auto. Là, j'arrive ici. Là, il devait être à peu près là, 9h15. Là, j'arrive pour m'installer. Pas de fil d'iPad. Puis j'avais plus de pile dans mon iPad. Il était resté dans mon auto. Alors, retourne à mon stationnement. Hey, je vous jure, là, j'ai peur de l'émission. Tu sais, quand tout accroche, tout bloque à quelque part, là, c'est... Puis pourtant, je me suis couchée à 8h moins quart hier. On n'avait rien à faire, il faisait noir, Fait que c'est spécial. J'ai peur de ma journée. Je m'en vais acheter mes REER aujourd'hui. J'espère que ça va bien aller. En tout cas, bon. Doc Mayou, vous, ça va? Légèrement. Oui. À cause de notre sujet particulier d'aujourd'hui, quand vous dites ça, légèrement? Ou... Ah, ben écoute, j'ai déjà pas mal de lectures de faits. J'ai déjà consulté les différents postes d'actualité, y inclut CBC, un peu de CNN. J'ai un peu fait le tour du monde, là. OK. Et oui, j'ai été frappé. J'ai été frappé par un titre ronflant. Oui. Puis j'accuse pas le média, peu importe que ce soit dans Le Soleil, dans Le Nouvelliste ou dans le Journal de Montréal. C'est pas une question de média, c'est une question d'attitude. Et je le prends pas. Ça m'arrive de ne pas le prendre. Il y a des titres ronflants qui sont faux, qui sont inducteurs d'attitudes tronquées, de mauvaises attitudes. Puis ce matin, ça en est un, puis ça passe pas. Et c'est le titre « Tout le monde est anéanti ». Ouais. En lien avec le meurtre d'Océane Boyer, l'adolescente de 13 ans, qui a été retrouvée morte mercredi. Ouais, on va arrêter ça ce matin. C'est assez. Alors, c'est une fake news. C'est pas vrai. C'est pas vrai que suite à un drame, tout le monde est anéanti. Il y a des personnes qui peuvent l'être, et on va les écouter. Mais tout le monde, ça passera pas. Et celle qui dit, parce que le journal, là, en tant que tel, parce que vous l'avez lu dans le Nouvelliste, puis comme vous dites, c'est toujours bien pas de leur faute. Ils ont cité la personne qui a dit ça. Et la personne qui a dit ça, c'est une intervenante à Univers Jeunesse Argenteuil, la maison des jeunes de la Chute, qui dit « Tout le monde est anéanti ». Parce que elle, la jeune fille de 13 ans qui a été tuée, c'était la présidente du comité jeunesse. Puis elle était très appréciée. Oui. Fait que vous, qu'est-ce qui marche pas là-dedans quand elle dit « Tout le monde est anéanti ». Vous pensez que c'est pas vrai, que c'est de généraliser, c'est ça? Non, d'abord, c'est faux. C'est une fake news incroyable et c'est une incitation à l'effondrement collectif. OK, mais premièrement, il y a rien de plus avant dangereux de dire, que ça. Mais avant de dire que c'est une fake news, OK? Juste là, parce qu'une petite fille de 13 ans qui est présidente du comité, ça veut dire que c'est d'autres adolescentes ou adolescents qui fréquentaient ce centre-là. Là, tu apprends du jour au lendemain que cette jeune fille-là, que tu côtoies tous les jours, une balle dans la tête, puis elle est morte, là. OK? Puis c'est pas bouleversant, ça, pour les jeunes qui... Bouleversant, troublant, inquiétant, bouleversant, interpellant. Pourquoi il y a autant de mots en français? Parce qu'il y a autant de réalités, cher. OK.
Anéantir, c'est quelqu'un qui est scrap à terre, qui ne peut plus se relever. Là. C'est un peu ça. Et qu'il faut aller relever. OK. Alors, que les parents, les deux parents, le frère, soient extrêmement bouleversés. Puis il va arriver. Il va arriver qu'il y a des personnes, un des deux parents peut être anéanti, puis il va avoir besoin de soins, il s'en remettra pas. Tout ça, je le sais, je suis psychiatre. Jamais je n'accepterai comme psychiatre qu'on incite à l'effondrement. Vous pensez que c'est un incitatif? C'est une incitation à l'effondrement. Est-ce que c'est Puis dans là, le on en sens... a des exemples. Mais est-ce que c'est dans le sens que, admettons qu'il y a quelqu'un qui allait à ce centre-là, qui est bouleversé un peu, mais pas tant, qui va se dire, coudonc, c'est-tu moi qui n'est pas normal, je ne suis pas anéanti. Voilà. Alors là, il y a quelqu'un qui envoie le message dans la collectivité qu'il est normal de s'effondrer devant l'épreuve. Les amis, les tinamis, des épreuves, on va tous en avoir pendant notre vie adulte, à peu près tous, et certains plus qu'une fois. Ça me fait penser, hein, quand il y a un décès, là, il y en a toujours qui se font reprocher de passer pleurer. Là. C'est un peu dans ce sens-là. Ouais. Dans le terme de l'incitation à. Là. Alors, on me rapporte qu'un homme de 68 ans a pris 5 mois à se relever du décès de sa mère de 102 ans. Où est le problème? Il y en a un. C'est pas normal. Hein? Non. Non, c'est pas normal. Qu'on se le dise. 101 ans. Ouais, Il me semble que 102, tu te prépares mentalement quelques années avant. Là. À chaque année, c'est une année de bonus, là, selon moi. C'est pas normal. Bon. Incident à Rimouski, Oui. comme on rapporté, qui a été Oui. publié, qui est public. Oui, Est-ce que tu veux en, Oui. en parler? Là? parce que j'ai lu Oui. cet article-là, parce que c'est dans l'article de Régent Tremblay où il parle de vous, que vous étiez à la boxe de Rimouski puis que vous étiez la star numéro 1 lors du combat de boxe. Et là, c'est moins drôle, là, mais c'est parce qu'il raconte également qu'au Colisée de Rimouski, il y a un gars dans la trentaine qui travaillait bénévolement avec une dizaine de ses coéquipiers du club de boxe de Rimouski à l'installation des sièges, des clôtures, des salons sur le plancher de l'aréna, fait sa job, rien d'anormal. Il rentre chez lui, puis là, ça s'est beaucoup jasé en passant parce qu'il a tout écrit sur Facebook, la peine qu'il avait par rapport à une femme qui avait déjà un conjoint, il est en amour avec. En tout cas, il a marqué beaucoup de détails pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé, mais il s'est suicidé. Fait que ça, c'est le fait. Mais ce qui fait que nous, ce matin, on en parle, c'est que le lendemain du gala de boxe, il était supposé d'y avoir la vingtaine de gars du club pour compléter le travail qu'il avait fait la veille, sauf qu'il était il était 4 qui se sont présentés, complètement démolis, et les 16 autres étaient incapables de se présenter parce qu'ils avaient le cœur brisé de ce qu'on peut lire dans le papier de Régent Tremblay. C'est pas normal. Ce n'est pas normal et on va le dénoncer affectueusement. Le danger avec l'incitation à l'effondrement, c'est exactement ce qui s'est passé à Rimouski. Ça n'a pas de bon sens. Mais il faut que vous expliquiez plus, là. Tu sais, mettons, je reviens encore à ça. C'est un chum, il se suicide. C'est un choc, là. Ben, un choc. Un choc. Ça dépend du lien. Oui. Mais il y en a 16 qui ne sont pas présentés au travail, là. 16 sur 20 ne se présentent pas à l'organisation de l'activité qui avait lieu le soir même. C'est pas anodin, là. Autrement dit, c'est ça. C'est un exemple d'effondrement. 16 qui se sont effondrés. Oui. Alors ça, là, j'y vois là la conséquence du fameux « tout le monde est anéanti ». C'est un exemple concret. Tout le monde est anéanti. Nous n'assumons plus aucune responsabilité. Nous sommes anéantis. Nous sommes effondrés. On
ne peut pas fonctionner. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il existe un mot, une attitude qu'on appelle la vaillance. La vaillance, c'est pas d'être travaillant. C'est d'être courageux devant le danger et devant les épreuves. Mais ça, va falloir le décortiquer pour essayer de le comprendre. C'est ça le but de l'émission, parce qu'en se jasant, ça me fait penser à... J'ai connu quelqu'un, je ne veux pas l'identifier, là, mais dans la trentaine, OK? Puis il s'occupait beaucoup de sa mère, là, puis même restait dans la même maison qu'elle pour l'aider, etc. Puis quand sa mère est décédée, ça y a pris 1 an de congé de travail là, pour s'en remettre. Fait que ça, c'est une forme d'effondrement, là, selon moi. Là. C'est une forme d'effondrement, Bon. oui. Alors que un autre, lui, son père décède, 2 jours après, il est au travail. Mais là, le monde disait, hein? Voyons donc, ça marche pas, ton deuil, là. Faut que tu fasses ton deuil, puis il faut que tu le pleures, puis il faut que... Fait que c'est un peu... On est un peu là-dedans, Et là. qui tient le discours que tu viens de mentionner? Ben, c'était possiblement les collègues féminines là, qui disaient ça, là. Vous savez, il y a des avatars et des dangers à favoriser le matriarcat. Ce sont des attitudes, une rhétorique, un discours, des commentaires différents. Je ne vous dis pas que le patriarcat mur à mur est plus intelligent, non. Mais la surabondance, la surexposition au matriarcat est mauvaise. On est obligé d'aller là-dedans matin encore? C'est Ah, encore en lien? On n'a pas le choix. C'est encore la faute des femmes? Ben, écoute, c'est une intervenante. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Fait qu'un homme qui s'effondre, c'est à cause de sa mère. Une femme qui s'effondre, c'est parce que c'est à cause d'elle. Fait que c'est une histoire de femme. Ben, c'est-à-dire, c'est une histoire de femmes et d'hommes féminisés. Le danger avec la rhétorique féminine, les attitudes féminines trop répandues, c'est un affaiblissement collectif. Le patriarcat est pas mieux. C'est violent. Les sociétés matriarcales s'effondrent. Là, on doit s'arrêter pour aller à la pause. Oui. Mais là, ça serait intéressant d'entendre les gens. Oui. Dans quelles circonstances vous êtes-vous effondré? Ou dans quelles circonstances on vous a reproché de ne pas vous être effondré? Aimez-vous ça? Ben, je comprends. OK. 1-877-670-9330 ou par texto au 25226. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors aujourd'hui, on parle d'effondrement. Parce que c'est intéressant, puis c'est vrai que les gros titres sont portés à généraliser. Parce que vous, ce qui vous a vraiment fâché là, ce matin, puis tout de suite, quand on s'est parlé au téléphone, je le sentais là, que c'était venu vous chercher, c'est concernant l'article du Nouvelliste où suite au décès d'une jeune fille de 13 ans qui a été assassinée chez elle. Elle se rendait à l'école polyvalente. Et là, le titre, c'est « Tout le monde est anéanti ». Mais il y a des gens, tu sais, parce que là, vous vous dites, il faut faire une différence. Ça se peut qu'il y ait de ses proches, sa mère, son frère, tu sais, qu'il soit anéanti. Ben oui. Les gens dans son entourage, ça se peut qu'ils soient bouleversés. Mais pas la collectivité. Bon, mais là, attendez un peu. Oui, OK? Parce je que. me calme. Ben non, faut pas vous calmer, vous êtes là pour ça, là. Mais pourvu qu'on parle pas juste de matriarcat, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Il y a quelqu'un. Comment c'est une autre affaire? C'est en lien? OK. Fait que, il y a une femme, je vais essayer de la retrouver, mais elle dit oui, bon, je suis pas d'accord avec le doc. Je suis à des kilomètres de ce drame et oui, je suis anéantie par ce drame car j'ai une fille de 13 ans. Bon, appelez-nous. Madame, on fait l'émission pour vous. Appelez-nous et expliquez-nous votre effondrement. On va avancer ensemble en se comprenant. Le titre cité par la presse dans Le Soleil, Le Nouvelliste, puis Alouette, je sais, j'ignore tous les autres, là, mais un gros titre d'un travers à l'autre de la page, d'un bord à l'autre. Tout le monde est anéanti. Non seulement est faux, mais c'est une incitation à l'effondrement collectif. C'est grave.
Moi, ce que je trouve grave, là, puis c'est là que je Oui, vais demander vas-y. la participation, puis plus qu'on avance dans l'émission, plus aussi j'ai envie d'aller là, c'est qu'on dirait que si on ne s'anéantit pas suite à un drame, que c'est nous autres qui n'est pas normal. Je pense que c'est rendu là, notre société d'aujourd'hui. Oui. On s'attend, Ben, quand on vit un drame, une épreuve, à ce qu'on soit anéanti. Et je pense que ça fait l'affaire des faibles qui, dans ce temps-là, se sentent remontés parce que les forts, ils devraient être anéantis. Hey, là, je ne suis pas fine un matin, c'est moi qui n'ai pas fine. Mais il y a de quoi là-dedans à comprendre. Mais José, mais tu me précèdes et je te suis. Ah oui, vous alliez là aussi, oui? Ben voyons! Ben oui, écoute, c'est le corollaire, c'est la suite. Alors, pourquoi la fake news? Pourquoi le titre qui est faux? Pourquoi le titre, ce faux titre, est-il à ce point présenté? Pourquoi l'incitation à l'effondrement collectif? Parce que ça fait un troupeau de moutons, imagine-toi donc. Un peuple qui s'effondre est un peuple conquis d'avance. Mais je pense pas que c'est une stratégie. Je pense que c'est plus grave encore, là. C'est une stratégie. Au moins, il y aurait une intelligence derrière ça, là. Oui, il y a l'intelligence féminine. Mais je pense pas que ce soit une stratégie. C'est une stratégie, José. Je pense pas que c'est conscient. Je pense qu'on C'est une est stratégie. de même. On a grandi dans ça. Non, c'est une stratégie Mais féminine. qui est derrière ça? Sûrement pas le Conseil du statut de la femme, là. On peut prendre des blancs, mais là, maintenant... Non, c'est pas un organisme. Ça fait partie de la guerre des sexes. Qui va mener au Québec, dans la nation canadienne-française? Les hommes ou les femmes? La pensée masculine ou la pensée féminine? Alors, c'est un exemple et le début d'une vraie guerre des sexes. La guerre contre le masculin. Je suis pas rendu là, par exemple. Ben, peut-être que je me trompe un matin. J'ai trop bien dormi. Je suis trop posé. Habituellement, quand je suis un peu fatigué, je suis un peu mollasson. Peut-être que vous avez raison, mais c'est parce que c'est comme gros. C'est que ce soit stratégique. Oui. Qu'on perpétue des mauvaises perceptions ou des mauvais enseignements, ça se peut. Mais pas consciemment. Ben oui. Regarde ce qui s'est passé à Rimouski. Puis sentez-vous à l'aise, là. Je vous aime beaucoup, puis je vous souhaite, Rimouski, d'avoir une prolongation de l'autoroute qui se rende à plus près que 100 km de la ville. Une ville de 50 000 habitants. Peux-tu croire que notre gang de zouf étatique ont arrêté l'autoroute à 100 km? Puis là, venez pas me faire suer, là, je l'ai mesuré, avec le boulevard qui fait suite à l'autoroute Jean-Lesage. N'est pas appeler ça l'autoroute Jean-Lesage lorsqu'il s'agit d'un boulevard. Ça donne que j'ai 71 ans, je suis capable de faire la différence. Mais revenons à Rimouski, là. Oui, parce que c'est du monde que j'aime. J'ai été reçu, j'ai été bien reçu, et je tiens à le mentionner que ce matin, on parle de l'incident des 16 jeunes hommes Qui ne se sont pas présentés. qui ne se sont pas présentés, 4 seulement l'ont fait, pour organiser le setup pour le gala du vendredi soir. Parce qu'ils étaient anéantis par le suicide de leurs collègues. Qui a agi de façon extrêmement critiquable. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, il a pogné Facebook, OK? Puis il n'était pas content que sa petite amie, mariée, mère d'enfant, ne veuille plus de lui. Ouais, tu veux plus de moi? Envoie, je donne des détails sur Facebook. Elle va être identifiable dans la ville. Puis il s'enlève la vie après. Exemple de courage? Exemple de vaillance? Non. Malheureusement, il est mort, mais il a agi en pleutre. On va au téléphone, on va parler avec Kevin. Bonjour. Bonjour. Kevin, on vous écoute. Moi, dans le fond, mon père est décédé en 2014 d'un accident de la route. Oui. Puis là, présentement, j'ai 18 ans. Quand il est décédé, j'avais 12 ans, j'étais en secondaire 1, je jouais au football au secondaire. Oui. Puis lorsqu'il est décédé, ma mère m'a rejeté, m'a mis dehors j'imagine probablement à son deuil ou peu importe.
Non, Kevin, on va y aller tranquillement, mais je tiens à vous dire qu'elle ne vous a pas rejeté parce qu'elle était en deuil, OK? Continuez tranquillement. Il devait probablement avoir une raison pour ça. Oui. Puis, rendu où ce que je suis, moi, dans ma vie, ça m'importe peu, parce que j'ai passé à travers ça moi-même, puis mon sport m'a permis de passer au travers. Votre support, décrivez-le, c'est vraiment... Support ou sport? Oh! Mon sport, le football. Excusez. OK. Alors, attendez un peu. Est-ce que, juste une petite question, est-ce que c'est vraiment le sport ou les camarades, le coach, qui? Je pense que dans le football, comme dans les autres sports, l'un amène l'autre. Quand on fait un sport, surtout le football, on se défoule là-dedans. Puis les coachs, ensuite, ils nous aident dans notre deuil ou dans nos épreuves. Oui. Puis les camarades viennent avec parce qu'on joue avec eux, puis c'est eux qui nous amènent une source de soutien aussi. Là. Oui, c'est ça. Alors, vous avez 18 ans? Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. Continuez. Vraiment, vous enrichissez l'émission, vous, là, matin. Continuez. Oui? Par la suite, j'ai lâché pendant environ 2 mois parce que mon père, il était séparé de ma mère. Puis, je me suis dit, c'est pas ça qui va me laisser. Là, je voyais mes amis à l'école, puis tout, qui continuaient à jouer, qui s'entraînaient. J'ai dit, non, c'est pas ça qui va m'anéantir, puis qui va m'empêcher de faire ce que j'aime. Donc, je suis retourné là. Oui. Il y a eu des épreuves plus dures où j'avais de la misère, où je manquais les pratiques sans aviser mon coach. Puis mon coach qui m'a rencontré, il m'a dit, je sais ce que tu as vécu, je peux comprendre. Il m'a envoyé voir un psychologue, il m'a envoyé chercher de l'aide. Puis je suis sorti de cette école-là, puis mention spéciale à Roger Comtois parce que c'est eux qui m'ont permis de passer à travers ça. Je suis sorti de là, j'ai été recruté par plusieurs équipes de Division 1 collégiale à Québec. Ça m'a permis d'aller, pas cet événement-là, mais c'est à Équipe Canada, à Équipe Québec. Je suis sorti jouer à un très haut niveau. Je pense que c'est dû aux épreuves que j'ai passées au travers. Non, c'est pas dû aux épreuves. C'est dû aux êtres humains qui vous ont entouré. Faut rendre, vous venez de mentionner l'école, c'est pas une bâtisse. Ce sont des individus. Et oui, on peut les remercier. Et votre résilience, sûrement, aussi, là-dedans. Je pense que vous devriez vous donner du mérite à vous aussi, Kevin. Oui, mais je trouve que les gens de mon entourage sont trop importants pour dire j'ai été plus fort. Oui, j'ai été fort dans un sens que j'ai continué à persévérer puis de me concentrer sur pas mes obligations, mais sur mon football. Je me suis beaucoup concentré là-dessus, probablement plus que sur moi. Non. Non, ça va ensemble. Ça va ensemble, Kevin. Le sport est important, l'activité physique est importante et les personnes qui vous entouraient. L'organisation, les personnes. Est-ce que vous avez l'impression que ça a dérangé du monde, que vous ayez poursuivi, persévéré? Y en a-t-il qui seraient attendus à ce que vous vous écrasiez? Sûrement des gens qui espéraient me voir. Je sais pas. C'est vraiment une bonne question. J'ai jamais pensé à ça, mais je pense pas. En tout cas, c'est des gens de mon entourage, des coéquipiers. Oui. Je pense quand ils ont vu que c'était vraiment dur puis que j'ai eu de la misère, ils m'ont aidé à me relever. Fait que je pense pas que personne n'a jamais voulu... Attendez un peu, mon Kevin. Une petite question. Une petite vite avant de partir. Oui. Votre relation avec votre mère actuellement? J'ai plus de contact avec, mais moi, dans ma tête, c'est un peu pardonné parce que je pense que quand on est... elle avait des problèmes, puis je pense qu'elle a passé au travers. Puis moi, on peut faire des erreurs dans la vie. Puis moi, c'est pardonné. Si jamais je la recroiserais, probablement que je dirais bonjour, puis ça va bien. Mais Kevin, je vous incite à la plus grande prudence. Oui, aussi. Traître, écoutez, un vieux proverbe de Mayou. Traître un jour,
traître toujours. J'en prends bonne note. Bye, Kevin. Merci, Kevin. Un gros merci. Ah oui. Un gros merci de la confiance. Merci, bonne 18 journée. ans. Oui, Ouais. José, 18 ans. Ouais. Juste avant d'aller à la pause, je veux lire Femme 42. Oui. J'ai été violée. L'agresseur a été en prison. On dit de moi que je n'ai pas l'air si traumatisée parce que j'ai choisi de me relever et aller chercher des ressources pour m'aider. Comme je ne passe pas mon temps à me plaindre, je suis moins crédible aux yeux de femmes. Curieusement, pas des hommes. Ça, c'est un exemple parfait. On s'attend, quand quelqu'un vit un drame, à ce qu'elle s'écrase. Et quand elle ne s'écrase pas, c'est comme si elle était considérée anormale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des personnes qui se séparent, là, ils ne peuvent plus fonctionner. On en a des exemples déjà en texto, là. Quelqu'un de l'entourage là, d'une auditrice, là, à terre, mange plus, travaille plus parce qu'elle s'est séparée. Ça, c'est un exemple d'écrasement, là. L'avez-vous vécu? À l'inverse, quelqu'un apprend qu'il est cocu. Ah ouais, parfait, on change, on déménage. Ah ouais, les enfants, on refait sa vie. Comment ça, tu refais ta vie? Tu n'as pas eu le temps de vivre ton deuil, tu n'as pas eu le temps de vivre ta... Tu sais, c'est comme si les personnes qui avancent, c'est eux autres qui sont pas normales. On va à la pause. Ouais. On veut vous entendre. Allez-y, Doc, avant. Simplement, est-ce que tu pourrais relire la petite phrase « moins crédible aux yeux de... » s'il vous plaît? Doc, vous tournez le couteau dans la plaie. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Je suis moins crédible aux yeux de femmes, curieusement pas des hommes. Voulez-vous que je l'enregistre puis je vous l'envoie par courriel? On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Avant de parler avec Denis, je vais lire un texto. Je vous rappelle que notre sujet d'aujourd'hui, on parle de l'effondrement. Des gens qui sont anéantis suite à un drame. Avec raison ou pas. Là. C'est tellement personnel, ça dépend du lien, etc. Mais aussi, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est de donner la parole à ceux qui ne se sont pas effondrés, mais qui se sont fait juger parce qu'ils auraient dû s'effondrer. C'est un peu ça, là. Parce que là, il faut rebalancer là, l'équilibre du balancier. C'est comme si les gens qui s'effondrent, c'est normal, ils vivent tout un drame. Mais ceux qui ne s'effondrent pas, c'est eux autres qui ne sont pas normaux. Alors qu'ils ont peut-être leur raison. Ouais. Ton père qui t'a écœuré toute ta vie, qui t'a battu, il meurt, puis tu pleures pas. Moi, je trouve ça bien normal. Non, mais c'est ça pareil. Ici, on a quelqu'un qui nous a écrit « Lorsque ma sœur s'est suicidée, j'étais au travail 2 jours après. Je ne pleurais devant personne. J'ai toujours été du genre à vivre mes émotions avec moi-même. Je ne voulais pas affecter non plus mes enfants, trop jeunes pour comprendre. Je devais être présente pour eux comme d'habitude. La réaction de mes amis et collègues a été pire que la mienne, je crois, et ne comprenaient pas comment j'arrivais à vivre comme avant. Certains dans la famille aussi avaient l'air de penser que j'étais sans cœur. Pourtant, la douleur a été immense. Elle est encore présente et le sera toujours, mais différemment. Oui. Chers amis, dans la nation canadienne-française, j'affirme que la vaillance n'est pas une valeur fondamentale cultivée. Être vaillant, ça ne veut pas dire aller au travail à chaque matin. Ça veut dire afficher du courage devant le danger et les épreuves. Être courageux quand ça va mal, pour ceux qui n'ont pas compris. Ça ne fait pas partie des valeurs fondamentales de base de la nation canadienne-française. On a un problème collectif. Non, c'est pas vrai que devant les épreuves, tout le monde va s'effondrer. On va aller au téléphone. On va parler avec Denis qui nous appelle du Saguenay. Bonjour. Bonjour, je dois être en Canadien anglais dans ce cas-là. Allez-y, lâchez-vous, le Canadien anglais de Chicoutimi. Ma femme est morte, ça fait pas encore 2 ans. Oui. Lors d'une prise de cœur subitement après 25 ans de vie commune. Oui. Dans l'année qui a suivi, mon fils a fait une tentative de suicide. 2 semaines après le décès, j'étais au travail. 3 jours après qu'elle soit morte, le lendemain, je m'occupais de préparer ses funérailles parce que c'est ce qu'on avait comme entente, qu'on allait s'occuper des choses de l'autre.
suis quand même démoli. Je ne vous dirais pas que je suis pas démoli, mais j'ai jamais, en personne, je me suis présenté au travail 2 semaines après. Ben, je suis l'employeur, là. Oui. Il y a quand même une quarantaine d'employés. Fait que je me suis présenté au travail, puis je dis pas que j'ai pas mis un genou à terre, mais je me suis pas effondré, même si c'est encore difficile. Ah oui. Fait que j'ai de la misère à comprendre les gens qui sont effondrés face à des événements parce que on va tous mourir, c'est le cheminement normal. Oui. Maintenant, Denis, Oui. vous avez un certain âge, cinquantaine d'années? Quel âge avez-vous? 47. 47. Bon. Dans les 2 épreuves, votre conjointe qui décède subitement, est-ce qu'elle avait une maladie cardiaque connue ou si ça a été subi? Non, le lendemain, le médecin a appelé chez nous pour dire que ses examens cardiaques étaient tout beaux. Oh, yes. Mais elle était morte. OK, Denis. OK. Alors, les deux épreuves sont arrivées subitement. La conjointe qui décède et le fils qui fait une première tentative de suicide. Donc, j'ai ma fille qui est problématique aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Dans les 2 épreuves, laquelle a été la pire? La plus souffrante? Le vivant, le mort, je ne peux plus rien faire, c'est de sauver le vivant. Mon fils, ma femme est morte. Je peux rien pleurer, je peux pas. Il n'y a pas d'événements qui vont changer ça. Alors, l'épreuve de votre fils qui a fait une tentative de suicide? Plus difficile émotionnellement. Là, je suis très cartésien. J'ai beaucoup de douleur pour ma femme, elle persiste encore. Oui. J'ai pas de douleur pour le fait que mon fils ait essayé une tentative de suicide, mais ce qui était le plus dur pour moi pour l'instant, c'était de sauver lui qui est encore en vie, lui qui est mort. OK. Alors, au niveau de la douleur, c'est plus douloureux de perdre sa conjointe subitement, mais au niveau de l'engagement à venir, c'est beaucoup plus d'énergie investie pour le fils. C'est ça que vous nous dites? Oui. Et vous avez une fille qui va pas bien en plus? Ouais, elle a un TPL, là, supposément. Là. Moi, je connais pas. Je suis pas psychiatre, je fais pas de diagnostic. C'est-à-dire, vous, dans vos mots, elle ne va pas bien. Ben, elle a un trouble de personnalité limite. Elle a déjà fait des tentatives de suicide aussi. Le décès de sa mère n'a pas aidé. Mais ça, je n'étais pas au courant, là, parce qu'elle reste pas chez moi, elle. Elle reste où? Ben, chez eux, à sa maison. Oui, mais attendez un peu, oui. Elle est adulte? Mais oui. Avant le décès de votre conjointe, il y a 2 ans, elle a déjà vécu à la maison. Est-ce qu'elle était problématique lorsqu'elle vivait avec vous deux? Oui, ben, il faut dire que ma femme tenait sous la jupe. Puis moi, ben, comme vous avez dit tantôt, moi, plus dur un peu. Ma femme beaucoup couvée. Mon fils allait jusqu'à descendre ma femme, elle allait le border à toutes les nuits. Moi, il m'a reproché quand il a fait un épisode où il a pris de l'alcool, puis il m'a reproché que je ne l'aimais pas, à cause que je le bordais pas. Ben, j'ai dit, je vais être là pour te donner un coup de pied au cul pour faire un homme avec toi, mais je ne serai pas là pour faire une momoune. Fait, si tu veux avoir une momoune, trouve-toi une blonde qui va te momouner, moi, je suis pas là. OK. Denis, votre langage a le mérite d'être clair. Denis, votre fils, lorsqu'il a fait sa première tentative de suicide, avait quel âge? Mon fils? Oui. C'est suite au décès de sa mère, il y a 2 ans, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Et vous nous dites qu'à 16 ans, sa mère allait le border tous les soirs? Oui, puis elle allait le lever tous les matins. Ben... Ce que son père ne fait pas. Ouais. Vous J'ai savez... dit que je ne remplacerais pas sa mère, je ne le ferais pas. Il ne serait pas en dessous de ma jupe, j'ai pas de jupe, j'ai une paire de jeans, puis il va vivre avec ça. C'est sûr qu'il y a un clash entre les deux, hein? Denis... Ah oui, non, pour lui, c'est drastique, sauf que il commence à revenir sur l'autre bord, là, que je dirais il est moins moumoune un peu, là. T'es obligé d'apprendre à subsister, là, quand... Mais vous disiez quoi quand vous voyez votre conjointe aller le border? Ah, je disais qu'on allait... Il y a un défaut sociétal, Doc Mayou va peut-être dire qu'il est d'accord avec moi, mais les petits gars d'un cours d'école, une claque sur la gueule puis se battent entre nous autres, c'est normal, ça en faisait des c'est pas hommes. ça ma question. Oui. Ma question, c'est... Ouais.
vous avez vécu sous le même toit. Quand vous la voyiez faire, votre conjointe, aller border votre fils de 16 ans, vous le disiez quoi? Ben, je disais qu'elle en fait une mamoune. Fait que vous interveniez, mais il allait pareil, c'est ça? Ouais, ben là, je peux pas dicter, je suis pas un dictateur. Là. C'est rien que le bordé, le pire que ça peut faire, il sera plus mamoune un peu. On en a pas mal dans la société, fait qu'un de plus, un de moins. Salutations, Chicoutimi, Denis. Bye. Bye. Merci beaucoup. Contemporain, une femme qui borde son fils de 16 ans le soir avant de s'endormir. Ça existe. Il y a de quoi qui cloche, là, ça, c'est ça. Et j'aime autant vous dire que ça existe pas seulement à Chicoutimi. Allez pas croire que c'est typique de Chicoutimi. Surtout pas. Ça me tente quasiment de faire la pause tout de suite pour qu'on prenne tout le temps nécessaire pour parler avec Mathis qui nous appelle de Montréal. On a des lignes qui sont en train de se remplir. Vous a-t-on reproché déjà de ne pas vous effondrer alors que dans la tête du monde, vous auriez dû être anéanti? On va à la pause, on vous parle après. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. L'appel de Denis a fait réagir une femme de 39 ans. Parce que, et c'est pas tant son appel que ce qui a été discuté en lien avec le fait que sa femme, qui est maintenant décédée, elle allait border son fils tous les soirs. Il De avait 16 ans. 16 ans. Et là, on a femme 39, garçon de 15. Je vais souhaiter bonne nuit à mon fils le soir s'il laisse sa porte ouverte seulement. Je n'y vais pas si elle est fermée. Je lui donne un petit bec au front et un bonne nuit, je t'aime. C'est si mal que ça? Oui. Catastrophique. Catastrophique pour son masculin. Pourriez-vous débarquer dans ses shorts? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que Denis a dit. Vous n'avez pas compris, il y a des conséquences. Vos gestes, votre affection débonnaire. Alors, vous allez, madame de 39 ans, vous choisir un homme. Puis vous allez lui donner des petits becs le soir tout partout. M'avez-vous bien compris? Des petits becs tout partout. Pas juste sur le front. On continue? Puis vous allez voir que vous allez laisser votre fils de 15 ans en l'espace de 3 jours. On s'en va à Montréal. On va parler avec Mathis. Hey. Bonjour, Mathis. Bonjour, ça va bien? Mathis. On vous écoute. Moi, dans le fond, j'ai 20 ans. Auparavant, j'habitais en Gaspésie avec mes parents dans le coin de Gaspé. Oui. Puis soudain, j'ai commencé à avoir les expériences de party. Puis j'ai commencé à boire beaucoup plus d'alcool que j'étais censé à mon âge. Puis là, j'ai tenté d'en parler avec mes parents. Puis mes parents m'ont envoyé... il y a eu une grosse chicane par rapport à ce sujet-là. Puis ils m'ont envoyé vers mes oncles puis mes tantes qui habitent dans le coin de Montréal. C'est pour ça que depuis maintenant 3 ans, j'habite à Montréal. Mais pourquoi qu'il y a eu une chicane à cause de ça? Comment? Dans quel contexte? Parce que dans le fond, mes parents sont vraiment, vraiment beaucoup axés avec la religion. Puis selon eux, c'est mal de consommer alcool, drogue, parce que dans les parties, oui, j'ai touché un peu à la drogue. Fait que vous étiez dans le péché, là, selon eux. Oui, c'est ça. Selon eux, dans le péché, en plein ça. Fait que là, au lieu de vous aider, ils vous ont sacré dehors, c'est ça? C'est ça, en plein ça. Ils m'ont sacré dehors, ils m'ont envoyé chez mon oncle et ma tante, puis on s'est dirigé vers le coin de Montréal. Mathis. C'est là que, rendu à Montréal, tu sais, c'était vraiment un choc pour moi de me faire rejeter par ma famille autant que ça à un si jeune âge. Tu sais, j'avais pas encore tout connu dans la vie. J'avais besoin d'eux. Puis là, en arrivant là-bas, c'était vraiment pas facile. J'ai eu de la difficulté à m'adapter à mon environnement. Et j'ai décidé de me tourner vers encore d'autres solutions qui sont probablement pas les bonnes. Donc, j'ai vraiment été tombé dans des gros parties. Puis j'ai eu de la difficulté à vraiment m'en sortir. Donc, j'ai commencé je crois que c'est l'année dernière, à aller dans des gros parties, dans des gros événements où il fallait que, pour pouvoir pour pouvoir être accepté dans la gang, qu'il fallait boire beaucoup puis consommer beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème. Puis je crois que ça s'effondre autour de moi. J'ai beaucoup... tous mes contacts que j'avais en Gaspésie auparavant, j'en ai plus aucun.
dont ma famille. Présentement, je n'ai pas repris contact avec eux, puis c'est vraiment difficile. Hein. Fait que là, vous êtes dedans là. Oui, c'est ça, en plein ça. Là, j'appelle ici, mais j'en ai parlé un peu avec mon oncle et ma tante, mais pour eux, c'est oui, ils tiennent à moi, mais ils prennent pas tant soin dans le sens. Oui, ils s'occupent de moi, mais ils prennent pas tant soin de prendre contact à savoir si à l'intérieur de moi ça va bien. Okay. Pour eux, ils me nourrissent, ils me logent, puis c'est fini. Oui, alors parlez-nous de la religion de cul que pratiquent vos parents en Gaspésie. C'est vraiment une religion. Dans le fond, mes parents, ils habitaient auparavant dans Montréal avant de se diriger en Gaspésie. Puis ils ont rencontré des personnes venant d'Inde ou d'un pays, en tout cas dans ce coin-là en Asie. Puis cette religion-là, c'est vraiment... je peux pas dire le nom, c'est vraiment une religion spéciale. C'est pas une religion commune comme le catholicisme et tout ça. C'est vraiment plus une religion spéciale. Une secte? Ouais, un peu comme ça, oui. Si on peut dire ça comme ça. Là. Toutes les religions sont des sectes. Une secte familiale. Oui. Alors, toutes les religions sont des sectes. Maintenant, il y en a que ce sont de grands groupes, comme le catholicisme, l'islam, etc. Ouais. Et puis d'autres, c'est des petits groupes. Puis certaines autres, c'est un agrégat de familles. Oui, c'est ça. C'est plus... C'est peut-être pas la même chose que la famille que mes parents ont parlé en Inde pratiquaient, mais c'est vraiment une religion qui ont fermé, puis c'est difficile de focusser puis de rencontrer des personnes. Vos parents vivent pas comme de quoi, tout le monde, là, Mathis? Vos parents vivent de quoi en Gaspésie? Ils travaillent... ils ont un restaurant en Gaspésie. OK. Ils ont une compagnie. Ils ont un resto. Est-ce que le resto va bien? Oui, il va bien, tout va bien. Ils ont beaucoup de clients, une bonne clientèle. Ah, ouais, mais c'est vraiment... Eux, ça paraît pas, dans le fond, la religion. C'est juste en arrivant à la maison, il y a tellement de coutumes différentes que quand on est au restaurant, c'est comme une deuxième vie. C'est comme différent. Oui? OK. Et avez-vous des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Vous êtes fils unique? Oui. Mathis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est difficile. Puis, tu sais, quand j'étais en Gaspésie avec eux, j'avais personne avec qui me confier, pas de grand frère ou grande sœur, ou même des petits frères ou petites sœurs à qui parler pour pouvoir changer ça. C'était vraiment, vraiment difficile. Là. Puis, tu sais, quand c'est tes parents qui te dictent quasiment l'allure de ta vie complète, ben c'est difficile de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Là, ça fait combien de temps que vous êtes plus à Gaspé, que vous êtes rendu à Montréal? Ça fait 3 ans. OK. Là, ça fait 3 ans. Vous avez 20 ans. Vous vous exprimez bien. Vous êtes capable de dire que là, dans votre vie, il y a un certain effondrement. Vous êtes capable de nous l'expliquer comme il faut. Qu'est-ce qui fait que vous êtes clairvoyant sur votre situation, mais que vous n'êtes pas capable de l'améliorer? Qu'est-ce qui manque? Oui, c'est ça. Je peux vraiment pas le dire. J'aimerais ça aller voir de l'aide, mais c'est tellement difficile de parler de situation. Mathis, avant d'aller chercher de l'aide, vous avez péché. Ouais. Vous avez péché en fusionnant les deux crétins. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, que je pourrais changer les choses, même s'il faut que je pas trahisse, mais que je trahisse un peu. Ben, oui, trahir ma famille, en fait. Non. Regardez, vous n'avez pas de famille, là. Vous n'avez pas de famille, vous avez 2 parents. Puis vous. Ouais. Il n'y a rien d'autre, là. Pourquoi, lorsque vous dites « mes parents », je vous dis que c'est péché pour vous? Ben, je sais pas. Selon eux, je sais vraiment pas. Il n'y a pas d'opinion, Mathis. Il n'y a pas d'attitude. Ça n'existe pas, une attitude parentale. Il y a l'attitude de la bonne femme puis l'attitude du bonhomme. Ouais. Qui vous a crissé dehors? Ouais. Qui vous a crissé dehors des deux? Les 2 parents ensemble. Non. Mais probablement plus mon père. Qui mène dans la baraque là-bas en Gaspésie? Le père. Bon, merci. C'est le bonhomme qui vous a crissé dehors. Ouais. Êtes-vous sûr? On vous entend réfléchir. Êtes-vous sûr? Mathis? Oui. Êtes-vous encore là? Oui, ça a coupé un peu. Oui, je vous entends. Êtes-vous sûr que c'est le bonhomme qui vous a mis dehors?
Oui, je suis sûr et certain. Il y a beaucoup plus d'autorité sur ma mère. Et qu'a dit la bonne femme quand le bonhomme vous a mis dehors? Elle n'a pas parlé. Elle était à regarder la scène. On appelle ça comment, une mère comme ça? C'est peut-être méchant, mais pas de cœur. Ça pourrait, le temps qu'elle soit correcte et qu'elle soit occupée, elle était bien avec ça. Là. Ouais. Est-ce qu'il est possibilité, est-ce qu'il est possible que c'est elle qui a même alimenté, télécommandé le bonhomme? Ça se peut très bien. Vous trouvez ça drôle? Ben oui. Alors, Mathis, on va commencer à les séparer, les deux crétins. OK. Qui a fait quoi? Plus jeune, mon père, c'est lui qui est venu me voir, puis c'est lui qui parlait beaucoup. C'était comme le porte-parole de la famille. Ma mère était plus discrète. C'est celle qui faisait de la nourriture, puis le ménage, puis tout ça. Mais rarement, j'avais affaire avec elle. Je la remerciais pour les repas, c'est tout. Après ça, c'était terminé. Mais mon père, c'était vraiment celui qui, s'il y avait quelque chose de mal, c'est lui qui venait, puis c'est lui qui réglait les trucs. Fait que pas une mère maternelle du tout, là. Ouais. Ne craignez pas d'afficher des étiquettes à votre génitrice. Elle en mérite une coupe. De même que le bonhomme. Ouais. Bye, Mathis. C'est comme ça que ça commence, la croissance. Hey, Mathis, là, on a plein d'auditeurs là, qui disent « Lâchez-les pas, c'est un gars qui a de l'air brillant, lâche pas Mathis. » Fait que il y en a qui disent « C'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. » Fait que lâchez pas, OK? Bye, Mathis. Oui, merci beaucoup. Bye. Merci, bye. Mes parents. Tant que vous êtes, chers auditeurs, dans le « mes parents ont dit »,« mes parents ont fait », non! Il y en a un des deux. Et souvent, ce sont deux maudits hypocrites. Les mauvais parents sont régulièrement complices et hypocrites. Et c'est pas facile. Écoute, la bonne femme, elle n'a jamais voulu du morveux. Ça ressemble à ça. Étais-tu contente quand le bonhomme le ramassait? Étais-tu contente quand le bonhomme l'a mis dehors? Elle n'a jamais voulu. Hypothèse. Mais pour qu'il puisse évoluer, là, il nous a appelés parce que là, sa vie s'effondre autour de lui. Pour qu'il puisse évoluer, là, juste d'en prendre conscience de sa vérité, de sa réalité. C'est ça. C'est une étape énorme. Okay. Oser les regarder tels comme ils furent, un et l'autre. On va à la pause et au retour, on s'en va en Beauce. On va parler avec Frédéric. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Est-ce qu'on vous a déjà reproché de ne pas vous effondrer? Tu sais, dans la vie, il y en a des épreuves, des deuils, des sols. Puis là, il y en a, là, ils vivent ça, une séparation, puis ils s'écrasent. Là. Puis là, quand ça arrive à quelqu'un, ben ils s'attendent à ce que la personne s'écrase. Et là, quand la personne ne s'écrase pas et ne s'effondre pas, ils jugent. Est-ce que ça a été votre cas? On va parler à Frédéric qui nous appelle de la Beauce. Bonjour. Allô? Frédéric. Oui, moi, dans le fond, j'ai été entourée de ça toute ma vie, là, toute mon enfance et jusqu'à maintenant. D'ailleurs, tantôt, quand vous parliez des nouvelles puis tout ça, j'ai vraiment de la misère à écouter ça parce que souvent, je suis comme... Pourquoi vous mettez tant d'émotions là, dans une histoire que... En tout cas, bref. Moi, dans le fond, c'est ça. Ça m'est arrivé souvent. Là. J'ai eu... je me suis fait avorter. Ça, c'est une des fois que j'ai trouvé ça le pire. Hein. Oui. Que je me faisais comme dire, ben voyons donc, tu devrais avoir de la peine, puis tout ça. Puis ça a jusqu'à jouer que je me suis posé la question. Là, puis j'étais décidée parce que j'ai jamais été quelqu'un plus jeune me disant, je vais avoir des enfants, je veux des enfants. Puis là, c'est une aventure avec un gars que, tu sais. Puis là, tu sais, ça aurait été n'importe quoi. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Là. Mais je me sens encore dire... Oui, attends. Je me sens encore dire, tu devrais avoir... As-tu pensé? Ça fait 1 an, tu sais. Là, je suis comme... Qui vous dit ça, Frédéric? Qui vous dit ça? Ben, souvent mes amis de filles, ou ben ma mère, ou ben...
Je sais là, je donne du jus à Mayou, là. On le connaît, hein? Ouais, ben c'est ça pareil. Frédéric, Mayou, il est peut-être pas si stupide qu'il en a l'air. Non. Mayou, il n'a Ça jamais aide vu, qui? il a jamais Ça vu aide dans sa qui? pratique une seule femme qui s'est fait avorter, qui avait des bonnes raisons et qui l'a regretté. J'attends encore le premier cas. Exactement. Quand tu sais ce que tu veux, justement, t'as tes raisons, tout ça. C'est ça. Mais Puis, vos amis de filles et votre mère, au niveau du respect envers vous, ça vole pas haut? Ben, moi, je voyais pas ça comme respect, là. C'est comme s'ils projetaient ce qu'eux vivraient sur moi, un peu, là. Non, même pas. Non? Même pas un mécanisme de projection. Mais tu sais, et tout, là, aussi, je viens de la Beauce, hein? Lâchez-vous. Aussi, tu sais, je vous ai déjà appelé, puis j'ai vécu, j'ai été témoin d'un suicide, genre, d'une personne que je connaissais. Oui. Puis, justement, ça a tellement été grossi, tout le monde, c'est l'enfer, nanana, que j'ai fini par le vivre comme ça, genre. Oui, exactement l'objectif de l'émission. C'est ça. Moi, je comprends totalement ce que vous dites, puis justement, je suis plus capable, moi, de ces affaires-là. Et attendez un peu. Parlez-nous un peu plus des faits. Vous avez été témoin d'un suicide. Qu'est-ce qui est arrivé? Une connaissance, c'est tirer une balle dans la tête. Oui. Devant moi. Un homme? Oui. Un homme s'est tiré une balle dans la tête devant vous. Puis pourquoi il a fait ça devant vous? J'avais 12 ans. OK. Et lui, pourquoi avec il a fait ça devant nous? Ouais. Je pense qu'il voulait des spectateurs. Oui. Et vous aviez, vous aviez 12 ans et lui avait quel âge? Je pense qu'il avait 13. 13 ans, un jeune? Mm. Oui. Et... Puis le lendemain, j'arrive chez nous, je me couche. Le lendemain, je me réveille avec une de mes amies au bout de mon lit qui braille. Hey, c'est pas drôle, Cindy, qu'est-ce que t'as vécu là, blablabla, puis tout ça. J'ai même pas eu le temps comme de digérer la situation que j'étais déjà imposée, genre. Oui. Qui l'avait laissé entrer pour vous réveiller le matin? Mes parents. Je sais que vous dites mes parents, là. Qui l'avait laissé entrer? Ma mère et mon père. Je sais pas c'est lequel des deux. OK. On ignore le genre. Ouais. Mais après ça, ma mère, elle a appelé tout le monde. Puis là, elle a besoin de soutien. Là, venez, là. Puis là, toute la tribu était chez nous. Puis on parlait de ça. Puis ça peut-tu être pas un spectacle puis un théâtre, là? Hey, Frédéric? Oui. Le jeune de 13 ans, Mm-hmm. il avait ramassé ça où? C'était quel genre d'arme qu'il a pris? Puis il a ramassé ça où? Pistolet chez son père. Le pistolet du bonhomme? Yes. À quel honneur que le bonhomme avait un pistolet? C'est pas commun au Québec, là. Ouais, on avait eu cette discussion-là, d'ailleurs, puis je pense encore que c'est pour la chasse, là, où on débattait ça un peu, là. Non, on va pas... Non, Frédéric, on va pas à la chasse avec un pistolet. Alors, pourquoi son père avait un pistolet? Pistolet genre revolver, là? Ouais. Ah, c'est ça, tu pognes un orignal avec non, ça. Non, tu rien avec ça. Et c'est ça, c'est pas ça. C'est soit ça ou un ancien policier, là. OK. Merci Frédéric. beaucoup de votre appel, Frédéric. Merci. Ben, continuez. Oui, vous aussi. Merci, bye-bye. Là, je vais faire une annonce, OK? On a beaucoup de commentaires sur les mères qui bordent les enfants jusqu'à un âge certain. Alors, aujourd'hui... les garçons ou les filles? Les garçons, ça donne de même, OK? Alors, aujourd'hui... par hasard? Par hasard. OK. Bon. C'est un hasard, là. Alors, je te préviens. ce que je veux dire, c'est que j'ai pris en note tous les textos qu'on a reçus en lien avec ce sujet-là. J'ai mis ça à part, puis on va faire une émission complète là-dessus. OK? Avez-vous été trop materné? Ça va être ça la question. Lundi, à moins qu'il se passe de quoi dans l'actualité d'incroyable qui nous fasse changer de sujet. OK? Parce que sinon, là, on va faire 2 émissions en parallèle, puis on veut pas ça. Fait que là, on reste dans notre sujet d'aujourd'hui, mais lundi, on va parler de ça si vous avez été trop materné par votre mère ou votre père, ou paterné, en tout cas. On le débattra lundi, on le discutera lundi. C'est beau? Oui. Alors là, on va aller au téléphone, on reste dans notre sujet d'aujourd'hui. Daniel, bonjour.
Bonjour. Daniel. Moi, je voulais vous dire que le 4 octobre, j'ai été diagnostiquée pour double cancer, 2 cancers dans un sein. Oui. Et quand j'ai eu le diagnostic, mon conjoint est avec moi, on l'a dit à nos enfants et c'est tout. Justement parce que je voulais pas me faire tirer par le bas. Parce que je voulais pas entendre plein d'affaires que j'avais pas besoin d'entendre. Alors, je me suis fait enlever le sein au complet. J'ai attendu d'avoir toute l'information que j'avais à avoir. Si j'en avais ailleurs, si j'en avais des ganglions, j'ai attendu d'avoir tous mes résultats. Et quand j'ai eu tous mes résultats, j'ai pas eu le choix de le dire à mes frères et sœurs parce que c'était pas héréditaire, mais il fallait que je le dise à mes sœurs. Et après, je l'ai dit, mais j'ai très bien fait de pas le dire avant que tout pour moi soit clair et net et précis. Oui. Vous faites bien d'appeler. Envoyez un message clair. Comment on se comporte dans les épreuves. Et oui, il y a des sortes, il y a des variétés de cancer du sein qui sont à prédominance héréditaire. Donc, d'où l'importance peut-être de prévenir vos sœurs. Puis qui vous aurait tiré le plus par le bas, selon vous? C'est vos sœurs, justement, ou... Non, c'est les femmes en général, parce que c'est sûr que ça touche les femmes. Mais une fois que je l'ai eu dit, là, je les ai entendus, les commentaires que je voulais pas entendre, et j'étais forte pour les entendre. Mais si je les avais entendus avant d'avoir mes résultats, moi, j'avais un courage d'en faire. Ils m'auraient tiré vers le bas. Tu sais, j'avais pas besoin de ça. Bon, attendez un peu. Vous venez de dire de quoi qui alimente Mayou et sa misogynie, là? Vous avez dit les femmes en général? Ben oui. Mais oui, mais vous quand tu dis quand tu dis à un homme que tu as le cancer du sein, il sait pas trop quoi dire, mais tu sais, les femmes vont dire moi, ma belle-sœur a eu ça, puis là, ça commence, tu sais. Elle est morte, mais moi, je voulais pas entendre des affaires comme ça, là. Mais il est où le problème? Et comment expliquer pareille dichotomie, différence entre les hommes et les femmes? C'est vous qui le dites, là. Comment vous expliquez ça, Daniel? Que les hommes seraient capables de discrétion, puis les femmes ne sont pas capables de se l'accrocher? Bien, je pense que, écoutez, j'ai travaillé dans le milieu des femmes pendant 40 ans. Je pense que les femmes, on a besoin de dire quelque chose. Puis des fois, c'est pas assez réfléchi. J'en ai qui m'ont dit des belles choses, mais il y en a qui disent des choses, tu dis, as-tu pensé à ce qu'elle vient de dire? Je pense que non. C'est pas réfléchi. C'est votre expérience à vous. OK. Merci beaucoup, Daniel. Oui, après 40 ans, on l'écoute. Merci beaucoup, merci. Daniel. Oui. On peut parler à toutes les femmes de 40 ans et plus aussi qui ont eu des gens dans leur entourage qui ne disaient pas de niaiseries. Ça peut plutôt être rare, José. Alors, des femmes qui parlent sans réfléchir, il y en a trop au Québec. C'est ce que vient de nous dire Daniel. Oui. Ça vient pas de Mayou, là, ça vient de Daniel. Non, mais est-ce qu'elle a raison? Vous avez aimé ça, là. Vous avez aimé ça. Vous l'avez questionné là-dessus. Vous avez sauté là-dessus, là. C'est ça qui est plate, parce que des hommes qui parlent trop et qui disent des niaiseries, il y en a aussi. Puis je suis tout le temps pognée dans la position, moi, de dire, c'est pas juste les femmes, c'est plate, ce rôle-là, là. Puis là, le monde va m'écrire, bon, José, elle défend tout le temps les femmes. Ben là, c'est parce que si je le fais pas, c'est quoi qui va arriver? Faut être juste. Oui, il y en a des femmes qui parlent trop, puis oui, il y en a des hommes épais aussi. Peut-être qu'il y a un pourcentage de femmes qui vont s'accrocher le clapet. Juste parce que vous avez dit ça. Et qui vont se mettre à réfléchir avant de parler. Okay. Serait-ce une invitation à la réflexion? Puis vous pensez que ça va fonctionner, puis qu'il va y avoir moins de gars épais parce qu'on dit qu'il y a des gars épais? Oh oui, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est deux problématiques très différentes, là. OK. Une à la fois. Et moi, je n'ai assez. On va aller à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission. Super intéressant. Merci vraiment de participer aujourd'hui. C'est vraiment vous qui faites l'émission, là. Est-ce qu'on vous a reproché de ne pas vous effondrer? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Je vais lire un texto qu'on a reçu parce qu'aujourd'hui, on vous pose la question, est-ce qu'on vous reproche de ne pas vous être effondré ou écrasé devant une épreuve, un drame, quel qu'il soit, là. Et on a quelqu'un qui nous a écrit pour dire « Mission Rwanda et Afghanistan.
Faut dire être traumatisé, sinon les pères te laissent tomber, surtout à la retraite, parce que les chèques sont beaux. Ben, si tu dis que t'es pas traumatisé, les autres, ça les rend faibles, c'est quoi? C'est ça, j'aimerais ça avoir plus de détails. Que l'auditeur s'explique. Je veux pas remplir le vide. Ça dépend de ce que vous voulez dire, là. Parce que ça, ce milieu-là, moi, je trouve que c'est hyper propice à notre sujet d'aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, t'as 2 militaires sur le même terrain de guerre, là. Oui. Qui Théâtre voient, de guerre. c'est ça, qui voient exactement la même chose. Et ils reviennent les deux à la maison. Il y en a un à un choc post-traumatique, l'autre pas. Ça, c'est l'exemple parfait, là. Et c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de la vulnérabilité de certains individus, phénomène de sélection, l'entraînement, le temps d'exposition, la gouvernance, c'est-à-dire la gestion des effectifs en théâtre de guerre. Il y a plusieurs éléments, là, José. Il y a plusieurs éléments. On s'en va maintenant à Dubreuil. On va parler avec Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour. Stéphane. Bon, bonjour Doc, bonjour José. Effectivement, le sujet du jour, regarde, moi Doc, j'ai été diagnostiqué l'an passé, ça va faire un an exactement, acromégalie. Oui. C'est quoi ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est un dérèglement de l'hormone de croissance qui fonctionne toujours dans mon corps. Oui. Donc, ça l'entraîne comme mes os qui rallongent, ça l'entraîne un grossissement de mon cœur, puis plusieurs problèmes. Et entre autres, ça fait une tumeur à l'hypophyse. OK. Moi, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Stéphane? J'ai 49 ans. Doc. Bon. Est-ce qu'il est possible que votre tumeur à l'hypophyse ait ou sécrète trop d'hormones de croissance et vous donne de l'acromégalie? Exactement. C'est pour ça que j'ai fait enlever ça. Oui. OK, mais juste avant, là, parce que je ne dois pas être la seule à ne pas connaître ça. Là. Ça fait partie de la catégorie des maladies dégénératives, là, dans le sens Non, que là, non. plus ça grossit, plus que c'est problématique? Non, ou, non, c'est une tumeur à l'hypophyse. Et ça l'est fait. Une tumeur à l'hypophyse, c'est-à-dire que la tumeur sécrétait des hormones qui faisaient en sorte que le corps continuait à grandir. OK. Mais là, vous l'êtes fait enlever, cette tumeur-là. Exactement. Pour faire une image un peu, Doc, qui pourrait peut-être confirmer, c'est la maladie que le géant Ferré avait, ouais, le lutteur. Là. Oui, mais vous, c'est pas une maladie que vous aviez de naissance, c'est une tumeur que vous avez eue. Est-ce qu'ils ont enlevé l'hypophyse au complet? Pas tout au complet. Ils en ont enlevé une partie. Est-ce que vous prenez des hormones de substitution? Heureusement pour moi, j'en ai pas besoin. Ah, OK. Alors, pas d'hormones de substitution. Oui. Non. Continuez. J'ai passé tous mes tests, là, testostérone, cortisol, stéroïdes. Tout va bien de ce côté-là. La seule affaire qu'on avait des problèmes, c'est bien drôle, pour te dire comment le corps est fait, je ne sécrétais plus l'hormone pour arrêter de faire pipi après l'opération. OK. Donc, les endocrinos ont ajusté ça. Maintenant, ça va très bien. Mais tout ça pour dire que quand j'ai été diagnostiqué, j'ai su mon opération. J'en ai parlé à ma mère, mon frère, ma soeur, mon garçon. Ça s'est terminé direct là. À job, j'ai pris un congé. J'ai dit je m'en allais en voyage. Et ils ont passé par mon nez. Un mois après, j'étais revenu au travail. Oui, alors l'opération à l'hypophyse se fait transnasale, c'est-à-dire par le nez. Ils font une petite... puis ils ont accès au cerveau. Ils défoncent les sinus. Oui. Puis après ça, c'est géolocalisé, les instruments. Donc, balayeuse, caméra, lumière, puis couteau. Ils enlèvent l'hypophyse, une partie de l'hypophyse, ils enlèvent la tumeur, puis après ça, ils font une reconstruction des sinus. Oui. Hey, c'est hot, hein, sérieusement, quand on pense à ça, ce que c'est Ils m'ont rare. opéré le lundi matin. Oui. Ils m'ont opéré le lundi matin de 7h à 1h d'après-midi. Vendredi soir, je suis pas chez nous. Wow. What? Et, êtes-vous retourné au travail? Un mois après. Un mois après? Je suis revenu de mes vacances que j'avais dit à tout le monde un mois après. Ils m'ont demandé si j'avais passé des belles vacances. Oui, super, tout a super bien été. Vous avez J'ai pas eu de plaignage, tout. j'ai pas eu de plaignage de personne, j'ai pas eu de pauvre petit, de pauvre toi, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis ça m'a permis de passer au travers. Attendez, là, vous venez de m'ouvrir une porte, José. Je sais quelle question que vous allez poser. Elle est béante. Alors, pas de plaignage, pas de... Non.
C'est quoi les autres mots? Pauvre petit, puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis... Oui, pauvre petit. Et quoi d'autre que vous pensiez que vous pouviez... Ils trouvaient ça, tout le monde, quand ils l'ont su par après, parce que ça s'est su, ils trouvaient ça bien terrible là, que je n'étais pas écrasé, puis comment ça, t'es retourné travailler. Alors, puis, attendez un peu, là. Vous venez de dire quelque chose. Les personnes au travail trouvaient ça terrible que vous ne vous soyez pas écrasé? Ah non, ça se peut pas, là, Stéphane. Les gens disaient, avoir eu une nouvelle comme ça, je m'en serais pas remis. Puis comment t'es fait pour pas avec la nouvelle, tu sais, c'est pas un nom incarné, je me suis fait enlever, là, tu sais, quand même, je joue dans ma tête, là. On signe plein de papiers à l'hôpital comme des décharges que on peut tomber aveugle, on peut tomber plus de mémoire, on peut tomber aussi, oui, c'est un peu traumatisant. Et c'est qui à votre job qui vous a dit ça, là? Ah, un peu tout le monde. Les gars comme les filles, un peu tout le monde. Ah oui? Mais, donc, pour être franc, ça va faire plaisir à Doc. Je travaille plus de filles que de gars. Fait qu'il y a plus de filles qui ont dit ça, vu la majorité féminine au travail. Puis les hommes, ça doit être déféminisé. Hein? Non, mais regarde, il y en a aussi qui m'ont dit, qui m'ont dit ça aussi du côté masculin. Stéphane, on va vous dire quelque chose. Vous avez fait preuve d'un courage admirable. Et je dois vous dire... Non, est-ce qu'on a le choix? Stéphane, vous avez fait preuve d'un courage admirable. Merci. Et vous avez toute mon admiration. C'est ça, merci, mais dans le fond, comme j'ai dit à ma famille, j'ai le choix de quoi? De faire confiance à mon médecin. Je connais pas ça, c'est lui qui connaît ça. J'ai eu un médecin extraordinaire. Je me suis fait opérer au CHU à Sherbrooke. Il est venu me voir la veille, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Un gars super hot, laisse-moi aller avec ça, je vais m'occuper de tout, puis tout va bien aller. Mais merci beaucoup. Merci, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ici, on a femme 26. J'ai été abusée par mon beau-père et ma génitrice à l'âge de 15 ans jusqu'à 17 ans. Ma famille a refusé de me croire car je n'ai pas bien joué mon rôle de victime. Ma marraine, qui est psychologue et que je vois une fois ou 2 ans, au jour de l'an a dit « Vous voyez bien qu'elle ment? Elle ne s'est même pas effondrée. » Je vais te la laisser, celle-là, José. Je n'ai pas de commentaire. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Les gens ont tout le commentaire en tête. Sa marraine est psychologue. Oui, exactement. On va faire comme vous faites des fois. Une belle occasion de se taire. Hein? Là, je fais du Doc Mayou. Elle n'a manqué de maudite belle-là. Hein? Une autre qui nous écrit. Ma mère est décédée alors que j'étais enceinte de 39 semaines de ma fille. Le nombre de fois que je me suis fait dire à quel point c'est triste que ma fille ne rencontre jamais sa grand-mère. Il y avait de quoi faire une dépression postpartum solide. Je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie en général et je crois que c'est ce qui m'a permis de vivre mon accouchement et mon postpartum à fond sans me refondre dans le décès de ma mère. Merci. On a besoin de ce genre de témoignage pour contrebalancer l'incitation féminine à l'effondrement. À l'effondrement collectif. On va commencer dans la nation canadienne-française, José, à valoriser la vaillance, à valoriser les courageux devant l'épreuve, devant l'adversité. Ceux qui jugent, là, c'est-tu, en partant là, dans votre tête de psychiatre, là, je juge donc, je suis faible. Parce que ça veut dire que si je juge la personne de ne pas s'effondrer, c'est que la personne qui juge pense qu'elle se serait effondrée. Ça se peut-tu? Ou ça peut être tout simplement du mépris ou de la médisance? Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plusieurs... Un jour, ce sera gratté, cette dimension-là. Puis ce sera pas beau. Il y a des femmes qui incitent à l'effondrement dans le but de recueillir les personnes effondrées et de les materner, de les soumettre. Il y a des femmes, là, que quand quelqu'un a un problème, là, ils sont tout le temps là. Mais quand quelqu'un va bien, oups, on les voit plus.
Il y a des femmes qui aiment plus entendre du pleurnichage que d'entendre des victoires. Tu m'alimentes. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que c'est possiblement ces mêmes femmes-là. Est-ce que tu réalises qu'à l'âge que j'ai, un âge vénérable, pour ne pas dire avancé, tu es la première femme qui vient de tenir un propos de la sorte devant moi. Ça m'est jamais arrivé. Mais il va falloir essayer de le comprendre pourquoi que c'est comme ça. Là. Moi, je vois ça comme de la faiblesse. Quand tu t'alimentes de la faiblesse des autres, c'est parce que t'es pas fort. Oui. Tout à fait d'accord. Il est 10h55. C'est ce qui complète pas mal notre émission. Et je dois vous dire que je n'en reviens pas de ces mères qui nous écrivent, de ces conjointes qui nous écrivent pour parler du fait qu'elles ont materné leur enfant, que leur conjoint a été très materné par leur mère et que ça a un impact dans leur vie d'adulte. Alors, c'est sûr qu'à moins qu'il tombe une bombe, là, qu'on va discuter de ce sujet-là lundi, Doc. Est-ce que vous avez été trop materné? Parenthèse, plus la famille, le nombre d'enfants est restreint, petit, moins il y a d'enfants, plus il y a d'écart comportemental de faux maternage. Alors, dans les familles nombreuses, ça n'existait pas. Fait qu'on va être, il existait autre chose. Comme on aime, ultra contemporain. Fait qu'on va parler à des jeunes de 18, 19, 20, 21, 22. Ça va ressembler à ça, d'après moi. Oh que si, avec grand plaisir. C'est ce qui complète notre semaine. Merci beaucoup, Doc. Oui, à toi aussi, Benjamin, Josée. merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine, tout le monde. Bye-bye, à lundi. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.